Cette semaine, à la version longue, je reçois M. Rémi Pelletier de la CDC Haut-Saint-Laurent. CDC, qu'est-ce que c'est que cela? C'est la Corporation de développement du communautaire, donc dans le Haut-Saint-Laurent, évidemment. Donc, on a vraiment fait le tour, en fait, un portrait de la situation, les enjeux qui touchent les communautés et le communautaire. Mais on voulait plus dans le proactif, dans qu'est-ce qu'ils essaient de faire pour régler certaines situations. Une très grosse partie de l'émission va être sur le logement, en fait. Donc, ils sont en train de réfléchir des initiatives, en fait, pour essayer d'aider, c'est ça, de l'accès au logement, entre autres. Mais on a passé à travers différents sujets. Vraiment, je pense que ça fait un beau portrait de la situation. Donc, je vous souhaite une bonne émission. Rémi Pelletier, merci beaucoup de revenir. Ça fait un petit bout. On calculait juste avant que je pèse record ici, là, que ça fait à peu près 300 que tu es venu. Donc, premièrement, comment vas-tu? Ah, ça va. Pas trop débordé? Ben oui, pour vrai, là, on se cachera pas là, que les crises s'accumulent, s'additionnent. Ah oui? On pense au logement, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu la crise alimentaire, il y a la crise dans le fond, tout ce qui est la sécurité alimentaire, l'inflation climatique. On dirait que ça s'accumule et on n'arrive pas à les régler. Dans le fond, là, ça s'empile. Ça s'empile, oui, exact. Ça part fort. Là. On dirait que là, on part avec les trucs s'empilent, mais on va rentrer un peu là dans tout ça, puis on va voir, on va essayer de se donner un peu d'espoir. Oui. Mais ça part fort, mais c'est moi ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que ça devient encore plus important de venir vous parler aujourd'hui, de venir en parler, de venir jaser des travaux qui sont faits par la CDC, puis de voir comment on collabore sur ces enjeux-là pour qu'on puisse aller chercher l'adhésion à la fois de la population, mais du politique aussi. Là. Exact, c'est ça. Parce que c'est ça. Moi, j'ai une tendance au cynisme. Peut-être même au nihilisme, c'est un gros mot, mais tu sais, des fois, je suis comme, tu sais, justement, les choses s'accumulent, puis c'est un peu comme, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis des fois, c'est ça. Des fois, ça porte à se réfléchir à rien faire, en fait, parce que tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Ah, c'est drôle, j'allais voir une conférence qui parlait d'éco-anxiété, puis c'était un peu la prémisse qu'on voit pendant des années, on a mis des images super fortes pour parler de la crise climatique, puis des pandas des ours polaires qui meurent dans le nord, puis la fonte des glaces, puis c'est tellement loin de notre vécu local, que à la limite, ça décourage, ça faisait en sorte que ça stresse, puis j'ai pas d'emprise là-dessus à mon échelle. Là. Exact. Fait que non, puis ce qu'il disait au contraire, c'est de ramener ça à une échelle accessible pour que les gens puissent se l'approprier. Puis la première échelle, le premier geste qu'on peut faire, c'est le vote. C'est de voter pour les acteurs qui ont ça à cœur. Ça nous préoccupe, mais c'est à notre échelle qu'on peut le faire. Puis c'est une des forces du communautaire, entre autres, là, de rallier. Là. Ben c'est ça. De ramener ça à plus petite échelle, c'est la porte ouverte pour le communautaire, en fait. De pouvoir se mettre ensemble concrètement, s'atteler à quelque chose, mais dans le très concret, tu sais. Exact. Ce qui, des fois, Puis moi, cette émission-là, ici, elle fait quand même un peu de bien, justement, à mon côté cynique, tout ça, parce que j'ai reçu beaucoup de monde du communautaire, évidemment, puis d'autres émissions, mais beaucoup du communautaire, puis de voir des petits trucs qui se passent, des petites affaires que c'est pas des grands pas nécessairement, mais on fait un petit quelque chose, puis au moins c'est la petite part que tu peux faire. Des fois, tu as impliqué de cette façon-là pour aider les gens et la communauté proche. Oui, puis tu sais, au-delà des différents services ou des initiatives qui sont faites, ce qui est surtout important, je pense, c'est d'être ensemble dans cette action-là. L'éco-anxiété, c'est aussi dû au fait que c'est tellement gros, puis c'est des problèmes tellement collectifs, structurels, que tu peux pas le régler seul non plus. Il faut que ça passe par une approche collective, une approche de groupe. Puis le communautaire permet ça, de se rassembler autour d'une cause, puis d'avoir un conseil d'administration, d'avoir un engagement dans une organisation qui porte une cause qui te tient à cœur, puis de la faire cheminer. Puis, des fois, on perd cette valeur ajoutée-là
côté-là de vue que juste d'être ensemble, c'est magnifique. Oui, c'est ça. Ouais. Ça enlève un peu l'anxiété. Au moins, tu es dans l'action. Puis souvent, quand tu es dans l'action, ben, exact. C'est ça. Ça enlève juste le truc qui spin tout seul. Puis en même temps, c'est vrai, tu sais, des fois, tu te dis, bon, c'est ça, les grosses images, l'espèce. Tu sais, on parle, OK, ben là, il faut réduire de temps de tonnes de CO2, de telle affaire. Mais là, tu te dis, ben ça, il faut changer le mode de transport, il faut changer plein d'affaires. Puis là, comme moi, qu'est-ce que je peux y faire, tu sais, mais quand tu te vas d'abord, puis tu as, mettons, je sais pas, en Bioterra ou des trucs, tu sais, comme des trucs locaux, on va aller nettoyer la rivière Châteauguay, on va aller nettoyer la berge, il y a quelque chose de concret. C'est pas grandiose, mais ça a son impact dans cette roue-là aussi. Ouais. Ben, puis ça permet d'apprivoiser le collectif aussi, puis de sentir que notre vote, notre geste, quand on agit, on vote, quand on achète, on vote, fait que tous ces petits gestes-là contribuent à une prise de position collective qui est plus large. Puis là, ben, si on le fait tous, chacun de notre côté, nos petits gestes, ben, on se rend compte que de voter pour un parti qui va proposer ça ou pour voter pour des causes qui vont proposer des idéaux que tu portes qui sont pas accessibles à ton échelle individuelle, ben ça devient réaliste si on le fait tout en gang, là, de dire, ben, ça, c'est important pour moi. Je sais pas, tu parlais de transport en commun, ben moi, je joue ensemble, c'est comme une émulation qui se répète à différentes échelles. Exact. Et peut-être prendre des nouvelles de la CDC, en fait, de tes membres depuis 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe pour Ben, pour vrai, clairement, la pandémie a épuisé beaucoup le monde. Puis c'est vrai, on le vit, on l'entend dans le système de santé, on l'entend dans les milieux d'éducation. Puis c'est un peu dû aussi à la pénurie de main-d'œuvre. Il y a comme il y a une difficulté à aller chercher toutes les personnes qu'on a besoin pour les postes qu'on a besoin, qu'on aurait à offrir. Puis ça vient épuiser énormément. Puis on a la chance dans le Haut-Saint-Laurent, il n'y a pas trop de roulement de personnel, là, mais on sent quand même là, que tout le monde est débordé. Tout le monde voudrait en faire beaucoup plus, mais clairement, les ressources sont limitées. Là. Fait que, dans cet esprit-là, on est super solidaire en tant que réseau là, de ce que le Front commun porte en ce moment, là, de mobilisation, de réinvestissement dans notre tissu social, dans notre réseau public, dans notre réseau communautaire pour qu'on puisse justement là, faire vivre ce collectif-là dont on parlait, puis de le faire, qui le rendre le plus inspirant possible, puis que ça amène à nous amener à travailler ensemble sur des causes qui nous tiennent à cœur, puis avoir le plus de résultats qu'on en a en ce moment. Ces crises-là, au lieu de prendre de l'ampleur, ben, ils en prendraient peut-être moins, ou parce que c'est pas juste local, c'est structurel, puis c'est international, ces crises-là, mais si on avait des ressources adéquates pour intervenir, ben clairement, là, on viendrait mieux à avoir plus de petites victoires, même des grandes plus souvent. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que tu sens que, tu sais, cette image-là, peut-être qu'on l'a dit souvent, là, c'est le dernier filet social communautaire, mais en même temps, c'est vrai, tu sais, c'est l'espèce de... On essaie de rattraper les gens qui sont laissés de côté, pour diverses raisons, qui ont des handicaps, ou là, ça dépend, c'est large, mais tu sais, mais la fatigue de tenir ce filet-là, tu sais, l'espèce de l'artillerie qui est en train de déchirer, qui se remplit de plus en plus, tu sais, ça peut pas être juste sur le poids des gens du communautaire, tu sais, en tout cas, il faut qu'il y ait de l'aide, tu sais, pour tenir ça, parce que le à bout de bras, maintenant, ça fatigue. Mais, tu sais, il y a eu un grand changement de cap dernièrement dans le communautaire, puis à cause de ça, ce que tu viens de dire, justement, c'est que là, on portait ça à des gens qui étaient parfois bénévoles ou qui n'avaient pas nécessairement toutes les... des fois, c'était sous-payé, fait qu'on n'avait pas nécessairement les professionnels qu'on souhaitait avoir pour... c'est plein de gens, plein de bonne volonté, tout ça, mais des fois, ça nous prend des personnes qui sont outillées pour faire face à ces problématiques qui sont complexes, là, tout ça. Donc là, il y a beaucoup d'organisations qui ont recentré leurs conditions de travail. D'ailleurs, on est beaucoup plus attractif en matière de conditions de travail, mais on n'a peut-être pas assez de postes qu'on aurait besoin là, pour pouvoir aller combler tous les postes. Là. Donc, il y a une réaction là, de dire, OK, ben donnons l'air des conditions de travail adéquates à notre monde, mais on n'en a pas assez pour justement avoir assez de monde pour intervenir, puis avoir autant d'heures ou autant d'heures d'ouverture ou autant de plages horaires qu'on voudrait. Là, il y a du travail encore dans ce sens-là. Exactement. Puis ça viendrait, on attend que le gouvernement aussi peut-être
surveiller, puis tu sais, le fameux financement à la mission, Oui, qu'on parle souvent, mais tu sais, nous, on le vit aussi ici, là, tu sais, c'est différent là, parce qu'on n'est pas avec la PSOC, là, en tout cas le ministère de la Santé, là, mais c'est le ministère de la Culture, mais tu sais, tu sens que il devrait alléger d'une certaine façon. Tu sais, nous, mettons, parler d'ici, c'est qu'on a le télé-bingo qui permet d'aller nous chercher. En fait, c'est ça qui nous fait vivre. Là. On paye des salaires, on paye des affaires, mais en même temps, c'est qu'il faut tout le temps créer des projets. La maudite manie de projets parce que les fonctionnaires aiment ça avoir des cases, il y a un projet, puis c'est facilement quantifiable. Ça a-tu marché, ça n'a pas marché, mais on peut, tu sais, comme à la fin de l'année, on fait quand même tu sais, on remet j'ai oublié le terme, un rapport d'un audit de nos finances, tu sais, je veux dire, on le montre qu'on la met pas dans nos poches, on peut juste être malléable dans comment qu'on la dépense, qu'on veut un petit peu plus d'employés cette année, qu'on va aller chercher ça, qu'on fait ça, mais il faut pas penser un an d'avance à mettre un projet d'achat de telle affaire, mais moi, mon besoin va peut-être changer dans l'année, là, tu sais. Fait que je trouve des fois, c'est tellement trop carré pour le communautaire. En tout cas, ça, c'est ma vision, mais je sais pas. Totalement. Puis le fait que ce financement-là fonctionne à la pièce, souvent, tu sais, je donne un exemple, nous, on a déposé un projet en fin mai, début juin, qui doit être dépensé pour le 31 mars. On n'a pas reçu la réponse encore. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça reste tout le processus administratif de gestion de ces appels à projets-là, d'analyse de ces projets-là, coûte énormément d'argent au final. Ouais. Puis, ça crée de l'instabilité, ça crée plein d'appréhension aussi. J'en ai plein de besoins en ce moment, puis est-ce que je me lance dans la rédaction d'un projet? J'en ai deux, je suis en réflexion de comment je vais les présenter. Mais ça me met dans l'ambivalence. Est-ce que je vais l'avoir, le 100 000 que j'ai demandé en mai dernier ou pas? Si je l'ai, ça change complètement ma rédaction. Là, il y a l'enjeu de compatibilité, tout ça. Fait que ça vient amener une lourdeur incroyable, alors que si on avait cette marge de manœuvre-là, ben, on pourrait faire des innovations pour lesquelles ils veulent que les projets servent à innover. Dans le fond, là, les projets, ça sert à innover, mais si on a les marges de manœuvre, mais on aura un budget recherche et développement équivalent, dans le fond, pour développer, innover. C'est ça notre force au communautaire, de combler des trous, dans le fond, de rallier des citoyens. On se dit, ben, mais là, il y a un problème. Là. Qu'est-ce qu'on fait pour agir sur ce problème-là? Puis on va agir. Si on a un financement à la mission qui nous permet de cette air-là, ce souffle-là. D'avoir on paye notre monde. Exact. En tout cas, un certain nombre de salaires. Puis on n'a pas besoin de courir après parce que justement, c'est le temps que justement ma boss ici met sur toute cette gestion de paperasse-là avec le gouvernement, pour le ministère de la Culture, avec le télé-bingo, avec la régie des jeux. C'est tellement long, c'est tellement compliqué, puis elle passe tellement de temps là-dessus que c'est pas du temps qu'elle met à autre chose, à faire de la gestion, ou même ne serait-ce que juste faire de la représentation, parce que nous, on aimerait ça être un peu plus partout, mais c'est ça, c'est qu'on met tellement d'efforts à juste faire ça parce qu'on a besoin de ça pour juste exister. Fait que si ça tombe, il n'y a plus rien. Fait que je comprends l'idée le communautaire, il n'y a pas le choix, on se met de là-dedans, mais on perd de la ressource, on perd du temps. Tabarouette, là. On dit ça, puis on a quand même le privilège. Il y a eu un bon coup qui a été fait par le gouvernement dernièrement, puis les CDC ont eu ils se sont fait doubler leur financement dernièrement, puis on a un partenaire autre qui est la Fondation Lucienne Richagnon qui a offert un soutien supplémentaire qui a quasiment triplé notre budget annuel. Là, ce qui fait que à la CDC, là, on a doublé l'équipe dernièrement. Puis en plus, on a de l'argent pour faire des projets qu'on n'avait jamais eu l'argent, puis on innove, on est plus présent que jamais dans la communauté pour agir sur les dossiers, sur le logement, sur l'environnement, sur l'immigration. On agit plus qu'on n'a jamais pu agir en ce moment. Puis, là, je vous parlais de la demande de subvention tantôt, mais j'en ai pas eu besoin là, pour faire tout ça. Là, puis on est en intervention. En tout cas, je ne sais pas ce que nos partenaires disent en ce moment, là, mais nos échos, on a fait un planif stratégique, puis nos échos disent que les gens sont emballés de voir la trajectoire qu'on fait, puis la place qu'on prend sur le territoire. Que ce soit même le milieu des affaires, le milieu privé est super content de voir ce qu'on fait en environnement, politique. Puis, bref, tout ça pour dire que cet ajout-là nous a permis d'avoir un rôle beaucoup plus structurant dans la communauté. Puis ça rapporte, là.
Ouais, ça doit être le fun aussi, tu sais, que tu as commencé, tu étais seul, puis là, de voir à travers les années, d'avoir une équipe, là, finalement, ça doit être, pour toi, ça doit être vraiment encourageant, là, tu sais, de finalement faire, OK, là, on peut genre, vraiment être partout, se splitter des affaires, tu sais, je sais pas comment ça fonctionne, mais tu sais, justement, cette planif stratégique-là, ça doit être le fun de s'asseoir, puis d'être à plusieurs têtes, là. Oui. Puis, on avait un CA à l'époque, fait que le CA était aussi offrait ses têtes, mais là, effectivement, on va avoir plusieurs têtes, plusieurs bras, tu sais, pour, dans le quotidien, pour faire avancer ces objectifs-là que l'on s'est donnés. Puis, c'est sûr que c'est pas encore la panacée, là, il reste encore du chemin à faire, là, tu sais. Dans le fond, on s'est rendu compte, tu sais, que là, on a augmenté nos expertises dans l'équipe, mais, tu sais, j'en ai une qui est à 10 heures semaine, là. Fait que, idéalement, elle sera à temps plein, puis on aurait assez d'ouvrage pour elle, là. Mais quand même, tu sais, effectivement, c'est stimulant de voir ça, là. Au moins, c'est c'est ça. Quand il y a un pas en avant, même si c'est pas encore magique, au moins, il faut quand même dire que le féliciter, en fait, sur ce geste-là. Mais là, le temps avance quand même un peu. On peut rentrer dans les sujets parce qu'on a beaucoup de choses à parler. C'est ça. Fait, est-ce que c'est des... c'est ça. Comment vous choisissez, comment dire, il y a beaucoup de, tu sais, le communautaire, ça ratisse large. Ouais, clairement. Ça touche tout. Donc, comment on voit le pouls de où il faut mettre des efforts? Est-ce que c'est les échos, en fait, des membres? Ça, c'est une question super complexe. Puis, mais je trouve ça le fun que tu me la poses parce que ça permet d'expliquer des choses. Là. Donc, évidemment, en rencontre de membres, on essaie de pointer c'est quoi nos enjeux prioritaires, sur quoi on travaille en premier. Puis, pour notre cas, dans la CDC, ça a été le logement et le transport. C'est les deux dossiers prioritaires que nos membres ont dit, c'est là-dessus que vous travaillez. Après ça, on a regardé c'est quoi les ressources de la communauté pour agir tant sur un que sur l'autre. Puis la MRC était déjà bien engagée dans le dossier du transport, là, dans le fond, parce qu'ils ont une compétence en gestion de transport, puis le municipal est très là, puis ils sont en mode proactif à ce niveau-là. Ils sont en action. On a au Saint-Laurent un service d'autobus gratuit. Je ne sais pas si tu savais. Non, on a un service d'autobus gratuit qui a deux lignes. Une qui passe de Ormstown, de Sainte-Martine à Huntington, puis l'autre qui s'en va de Huntington à Valleyfield. Puis il y a un nouveau segment qui va jusqu'à Saint-Anicette même. Donc là, il y a vraiment un beau développement. D'ailleurs, j'en parle parce qu'il faut que tout le monde l'utilise maintenant parce que c'est beau, c'est pas tout que de l'avoir ça gratuit. Il faut démontrer que ça répondait à un besoin. Des fois, c'est l'œuf ou la poule. C'est ça. Faut que tu l'offres pour que les gens adhèrent, puis tout ça. Puis après ça, faut que ça réponde aux besoins en termes d'horaire, puis tout. Oui, c'est ça. Parce que c'est le gros problème du transport. On en a besoin, mais là, des fois, c'est qu'on commence avec des trucs, mais c'est pas très malléable ou tu sais c'est ça puis finalement le monde n'utilise pas là on se dit ben là tu sais que c'est compliqué là, c'est complexe puis surtout le Haut-Saint-Laurent qui est tellement vaste. Mais là ils ont le mérite d'avoir essayé quelque chose, d'avoir investi. Ils ont acheté les autobus, puis ils embauchent des chauffeurs. C'est vraiment là, à l'interne de la MRC, puis c'est vraiment, en tout cas, moi, je suis très admiratif de ce que la MRC du Haut-Saint-Laurent a fait à ce niveau-là. Fait au niveau transport, on ne sent pas le besoin d'ajouter nos énergies dans ce créneau-là, parce qu'on n'a pas d'argent à investir nécessairement. Non, c'est ça, on n'est pas à cette échelle-là encore. Non, mais au niveau de l'énergie, on a décidé de plus se concentrer au niveau du logement. D'autant que la MRC elle intervient peu à ce niveau-là. Ben, il y a l'Office d'habitation du Haut-Saint-Laurent là, qui existe. Là, c'est comme ils ont leurs logements sociaux. Mais dans le fond, ils sont pas en développement. Puis ils gèrent leur parc immobilier en ce moment. C'est là qu'ils sont à ce moment-ci. Nous, on voulait avoir une intervention qui est plus en mode développement au niveau du logement, pour essayer d'avoir un impact sur la crise à long terme. Donc, c'est là que puis nos partenaires organismes sont dans le Haut-Saint-Laurent. C'est ces organismes qui sont vivotants. Là. Ça va bien, mais ne sont pas en posture de prendre des gros dossiers de développement là, en ce moment. Là, même l'Office, ils sont pas, à ce que j'entends en ce moment, c'est pas là qu'ils en sont. Donc, on a décidé avec nos membres d'aller en posture de développement. Puis là, ce qu'on a constaté, dans le fond, c'est qu'effectivement, il y a l'Office, il y a le privé, mais entre les deux, il n'y a rien. Il y a les condos, l'appartement. C'est très, très géré en mode privé. On l'a vu là, dans la pandémie. En ce moment, il y a une grosse éclosion de construction dans notre région. Il y a beaucoup de développement qui se fait dans le Haut-Saint-Laurent. Mais les loyers sont extrêmement chers.
c'est correct, c'est normal. On veut qu'il s'ajoute des portes, là, puis on veut tirer, dans le fond, les salaires vers le haut, puis tout ça, puis qu'il y ait de quoi de qualité. Le parc immobilier était très vieux, puis avait besoin de beaucoup, beaucoup d'amour dans le Haut-Saint-Laurent. Fait que c'est correct qu'il y ait du neuf qui se construise. Ouais. Mais là, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une espèce d'intermédiaire entre le logement social subventionné et le privé, tout au privé. On peut-tu avoir une espèce d'entreprise d'économie sociale qui gère du logement, comme ce que Solide fait à Châteauguay, donc qui vient un peu tempérer la hausse du loyer dans une région donnée, qu'il n'y a plus juste les intérêts des promoteurs, les intérêts des constructeurs, puis les rénovateurs, puis ceux qui produisent les matériaux de construction, puis les intérêts des propriétaires terriens qui veulent faire c'est un peu de l'inflation, ils font de l'investissement. L'investissement, c'est ça, exact. Donc, ils veulent générer du rendement là-dessus. La spéculation, c'est ça, je cherchais. La spéculation, c'est le mot que je cherchais. Donc, ils veulent ça, puis c'est correct qu'ils veulent ça. Je dénonce pas ça, mais ces intérêts-là haussiers sont tellement disproportionnés par rapport aux intérêts de laisser les prix bas. Que là, ça prend un autre modèle, un contrepoids dans l'écosystème du marché. C'est là que nous, on se dit, c'est sûr qu'on peut acheter un bloc appartement, mettons, faire un premier geste comme Solide a fait. Puis là, maintenant qu'on a dit ça, on a essayé. C'est ça. Mais c'est ça. Comment qu'on s'y prend après, parce que c'est gros, là, tu sais. Parce que ça, c'en est un dossier où, qui fait peur parce que c'est comme, comment, tu sais, c'est tellement gros, l'immobilier. On dirait que comment on peut revirer la situation pour essayer d'enrayer justement la spéculation, les hausses. Comment qu'on rentre là? Parce que le fait de rentrer dedans, il faut quand même, ça prend de l'argent pour essayer probablement d'acheter des blocs ou même de faire construire. Ça vient avec des méchants coûts. Pour après ça, le diminuer cette emprise-là, mais ça demande... Oui, mais tu sais, dans l'immobilier, comment ça fonctionne? Là, il y en a un effectivement qui va s'endetter ou qui va prendre sur son équité puis va dire moi, je fais pas d'argent pendant 10-15 ans avec mon premier bloc, mais je vais habiter dedans, mettons, où il y a différentes stratégies, là, mais ou c'est une grosse poche, quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui achète puis dit bon, mais j'accepte, ça ne va pas faire d'argent pendant l'année. J'ai d'autres revenus ailleurs qui compensent, mais dans 20 ans, le terrain et la bâtisse va avoir pris tellement de valeur que je vais me repayer de même, dans le fond. Là. Fait qu'effectivement, dans le communautaire, on n'a pas ces reins-là solides là, qui permettent d'éponger des déficits pendant tant d'années. Solides, ce qu'ils ont fait, eux autres, quand ils ont été créés, c'est qu'ils ont été cautionnés par la ville de Châteauguay. Puis, tu sais, M. Giguère, le fondateur, un des fondateurs, il disait, tu sais, nous, notre chance, ça a été d'avoir des gens sur CA qui étaient habitués de ne pas payer leurs factures. Qui avoir des fins de mois, qui disent, bon, mais il faut que je me reporte. Il faut que. Fait que ça a été leur chance d'avoir ça au départ. Puis la ville a cautionné le prêt. Fait que pendant tant d'années, dans le fond, il arrive, des fois, ils ne payaient pas le taxe municipale, des fois, ils ne faisaient pas ça, tu sais. Puis ça a fini par fonctionner avec l'année, puis ils sont rendus qu'ils gèrent des milliers de loyers, tu sais, au Québec, puis on a un des gros joueurs au Québec à ce niveau-là. Fait que, ça a repris une prise de risque par la ville de Châteauguay à l'époque. Ce que, mettons, les municipalités rurales de notre coin n'ont peut-être pas la capacité de faire là, à cette échelle-là, de prendre un risque à ce niveau-là. Puis les acteurs, les citoyens, sont pas non plus ceux qui sont prêts à agir dans ce dossier-là en ce moment, sont pas dans une posture non plus de dire bon, on ne payera pas les factures pendant les premières années. Fait que ça vient nuire beaucoup à ce chemin-là que Solide nous avait montré, dans le fond. Puis les projets sont complexes, les taux d'intérêt ont grimpé en ce moment. On avait fait une offre, on avait réussi à lever 108 000 en obligations communautaires. Puis là, à ce moment-là, la caisse locale n'avait pas reconnu ça comme une mise de fonds. Ça avait été compliqué, là, alors que là, dans le système de l'économie sociale, là, c'est reconnu comme des mises de fonds en général. Fait que là, il y a comme eu une addition d'obstacles dans ce dossier-là. Puis c'est des dossiers complexes. Là. Pour vrai, là, c'est pas simple à gérer. Là. On travaille beaucoup en ce moment avec la députée pour essayer de faire en sorte que les bâtiments qui sont possédés par des OBNL existants, parce qu'il y en a des OBNL d'habitation qui gèrent ça sans subvention, là. Mais souvent sont conventionnés avec la SHQ, qui fait qu'ils ne peuvent pas utiliser l'équité développée dans le temps pour réemprunter, pour faire d'autres acquisitions. Le jour où est-ce que, par exemple, les habitations des tisserands dans Huntington pourront utiliser leur équité, qui ont des millions en équité sur leur bâtiment, là, ça fait quasiment 10 ans que ça existe, là. Puis un peu plus que 10 ans même. Puis
ce bâtiment-là a pris énormément de valeur depuis, ils ont payé des hypothèques. Fait qu'il y a assurément une portion de cette équité-là qui pourrait être utilisée pour faire effet levier. Puis là, le gouvernement bloque ça. Tu n'as pas le droit de prendre ton équité parce qu'on t'a prêté de l'argent. C'est une modalité qui permet d'éviter que des scénarios qu'on a vus comme des RPA qui étaient vendus au privé, mettons, de jouer justement avec la valeur de l'immobilier pour revendre ou... Ça, je comprends l'intention, mais si c'est explicite qu'on veut faire ça pour acheter d'autres blocs pour pouvoir faire du logement abordable, ben, il me semble que le gouvernement pourrait être plus flexible. Oui, c'est ça. Il y a peut-être une manière de l'écrire, d'avoir des clauses très spécifiques. Là, on s'entend. Là, on travaille fort avec la députée là-dessus, puis elle est super ouverte. Là, elle collabore énormément sur ce dossier-là. Fait que ça, c'est une des clés là, sur laquelle on veut agir là, en ce moment. L'autre des clés, c'est s'assurer que est-ce qu'on pourrait pas avoir un fonds d'acquisition, mettons, ou un fonds, une espèce de fondation, une espèce de capital qui vient cautionner des prêts. Que le gouvernement, lui, ça soit le gouvernement qui cautionne des prêts, comme ce que Châteauguay a fait au départ, pour justement dire, bon, mais là, ce cautionnement-là mérite une réduction d'intérêt, mettons, ou bon, mais là, c'est quand même. Il n'y a pas de risque là, pour la banque de prêter à ce place-là. Fait, le taux d'intérêt, souvent, c'est en fonction des risques. Fait que ça, si on pouvait avoir ce pouvoir de négociation-là, ça serait chouette. Là. On travaille là-dessus en ce moment avec la députée. Là. C'est les pistes de solutions qui sont développées en ce moment. Et, mais juste avant mais ça ressemblerait à quoi les besoins, en fait, au Saint-Laurent, en fait, d'habitation? En termes de nombre d'unités? Ben, je sais pas, mais juste un portrait un peu, là, sans nécessairement avoir des chiffres, mais tu sais, parce que c'est ça, il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup de plus petites municipalités. Fait que, il y a besoin de logements partout, là, que ce soit, peu importe la municipalité, là, il y a des besoins de logement, les aînés veulent rester chez eux, il y a l'étalement urbain a tellement été partout, là, il y a des besoins de construction partout. Fait que j'ai pas d'enjeu. On n'a pas quantifié ça. En fait, il y a des données, là, j'avoue, je ne suis pas un féru de données. Là, non, c'est pas grave, mais c'est ça. Effectivement, dans toutes les municipalités, il y a des besoins. On cherche plus des appartements, des petits appartements, d'une part, peut-être des familles ou c'était des plus grands pour des familles, mais c'est vraiment varié. Il y a un trou, là, pour les personnes seules qui ne sont pas des aînés. Là, dans les offices, entre autres, là, on s'était fait dire ça, qu'il y avait un trou de service à ce niveau-là. Puis, en ce moment, on a aussi besoin énormément pour les travailleurs étrangers temporaires. Il y a beaucoup de travailleurs étrangers temporaires qui arrivent dans la région, puis les entreprises travaillent très fort pour essayer de retrouver des logements. Fait que ça, c'est un besoin qui est nommé, là, que ce soit à Franklin ou à Huntington, ou même on pourrait à Saint-Anicette avec le groupe Tremblay. On sait que c'est des besoins qui sont criants, qu'on construirait 150 unités demain matin, là, ils seraient loués. Là, c'est ça. Le problème en ce moment, c'est qu'on ne veut pas nécessairement construire. On n'a pas c'est trop des longs projets. Là, puis on essaie de travailler sur des actions pour juste tempérer le marché du logement. C'est ça qui est notre première préoccupation. On a besoin de le tempérer pour limiter les hausses puis éviter les rénovictions aussi. Un bloc qu'on regardait, c'était un 7 logements, des vieux logements, des vieux 3,5 qui le loyer est vraiment pas cher. C'est des personnes âgées qui sont là depuis très longtemps qui sont là-dessus. Fait que clairement, la tentation sera grande pour dire on jette ça à terre, puis on remet ça en neuf, puis on met ça des gros loyers. Ou des condos. Ou des condos. Fait que là, on se retrouve dans une situation terrible parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, des retraites, des aînés qui sont là, puis qui se retrouvent sans alternative. Fait que ça, c'est le genre de situation qu'on veut éviter. Avoir une espèce d'emprise sur le logement, puis juste entretenir ce qui est existant, le rendre plus salubre, puis le rendre plus... un peu ce que Solide fait, dans le fond. Solide, ils en construisent, mais ils sont principalement dans la préservation du parc immobilier abordable. Là. Exact. Puis, mais c'est sûr, c'est ça. C'est complexe, tout ça. Mais c'est quand même... Tu sais, je veux dire, c'est quand même stressant, tu sais, la situation du logement parce que, mettons, ma copine et moi, elle a fait un vraiment meilleur salaire que moi. Elle n'est pas dans le communautaire. Mais je veux dire, on a accès à un très bon cash down que plein de monde n'ont pas. Ouais. Puis même à ça, on regarde pour acheter. Évidemment, on regarde Verdun qui est cher, mais on a de la misère à faire comme, oh shit, là, ça va être ça l'hypothèque par mois avec le taux d'intérêt, tout ça. Puis on a un gros cash down, puis tu fais comme, mais qui peut acheter? Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça. C'est fou, là. C'est que ça commence à être stressant. Donc, j'ose même pas imaginer. Tu sais, des fois, ça me fait penser, j'essaie de me mettre dans la peau de gens qui ont un peu moins de moyens, qui ont
un moins bon salaire, puis tu dis, moi, je commence à pas être stressé, mais à voir comme des limitations, puis tu te dis, il y en a un méchant gang, il y a une gang en arrière là, qui va être laissé pour compte, là, c'est ça qui est stressant, puis en plus, mais c'est bon que vous travaillez sur des trucs à court, moyen terme pour essayer de relaxer, parce que on entend parler justement de si tu veux appliquer pour un projet de construction d'un truc logements sociaux, ça peut prendre 10, 12 ans. C'est ça. J'ai reçu récemment une dame, ils veulent pour faire une maison de soins palliatifs à Saint-Rémy. C'est Saint-Rémy? Non, je me mélange. Ça, c'est à Merci. Saint-Rémy, c'est un autre. Mais Saint-Rémy, c'est une autre affaire. C'est une maison Martin Matt. Là, pour, j'ai reçu les deux. C'est pour ça que je me suis mélangé dans les deux histoires, mais dans les deux cas, c'était la même histoire. C'est la longueur du projet, tu sais. De faire comme, OK, la maison Martin Matt, le truc, ils veulent ouvrir, mais tu sais, ça fait déjà 8 ans. C'est commencé, mais tu sais, le premier plan qu'ils ont fait, il y a 8 ans, c'est le même aujourd'hui, mais il vaut 3 fois plus. Exact. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste l'explosion de tous les coûts. Tu dis, OK, mais vu que c'est si long, c'est dur. Tu peux, je vais avoir besoin de tant d'argent, finalement, j'en ai besoin de 3 fois plus. Exact. C'est exactement ce qui nous motive à ne pas aller dans cette voie-là à court terme. Tu sais, le but, c'est de développer un parc immobilier un peu à la solide. Ça nous permettra d'avoir de l'équité et des reins assez solides pour agir plus rapidement. Puis éventuellement, on va pouvoir faire nos choses un peu autonomes. Solide construisent à Beauharnois en ce moment. Ils viennent d'avoir un projet de construction à Beauharnois, ce que j'ai entendu dire. Là. Ça se peut. C'est-tu avec la ville? Parce que je sais que je connais un peu le maire de Beauharnois. Je sais que le maire est impliqué là-dedans. Parce que je sais c'est le cousin à ma mère. Là. Mais j'y avais déjà parlé, je pense, hors d'onde, puis il me disait que lui, là, il avait ça en tête depuis le début. Là, il voulait que la ville se mette là-dedans d'une X façon. Puis c'est moi, j'avais parlé, il se connaissait un peu Solide, puis j'avais reparlé de Solide, puis il voulait construire de quoi. Mais c'était pas clair encore quand on en a parlé. C'était-tu coop ou c'était comme un truc mix, là, tu sais, mais là, j'ai pas vu les derniers détails, là, mais moi non plus, c'est des rumeurs que j'ai entendues, là. Ça sont des rumeurs bien fiables d'où ça vient, là, mais bref, il y a quoi qui est en marche à Beauharnois, puis Solide a cette capacité-là maintenant parce qu'ils ont ce bassin-là. Puis tu sais, ce que tu viens de dire par rapport au bâtiment, là, tu sais, c'est ça. À Sainte-Barbe, ça revenait à 350 000 par unité, la coop qu'ils ont construit. Fait que, tu te dis, le 7 logements qu'on avait acheté qui est à 500 000, c'est pas mal plus accessible au final. Oui, on n'ajoute pas d'unités, mais quand même, on intervient sur le marché de façon structurante. Là. Puis essayer de calmer exact. On a le même genre d'impact, là, si on veut, là, à moyen et long terme. Là. Donc ça, c'est c'est notre stratégie. Puis tu sais, que tu disais... dans le fond, comme par rapport à ce que tu dis, là, qui va pouvoir acheter aujourd'hui? Moi, je pense que ça amène une réflexion plus grande que ça. On parle de croissance à tout prix ou d'étalement urbain. Moi, je pense qu'il faut commencer à se questionner sur c'est quoi nos attentes en termes d'habitation, d'immobilier. C'est quoi les modes d'habitation dans lesquels on peut vivre? Est-ce qu'il y a plus de colocation qui devra se partager? Puis dans cet esprit-là, on expérimente dans le Haut-Saint-Laurent un projet qui s'appelle les habitations partagées du Haut-Saint-Laurent. On a comme lancé l'idée, puis c'est les membres qui ont arrivé dans le projet. Fait qu'il y a une affaire de famille avec l'habitation des Tisserandes, puis il y a Cresso, puis il y a Maison Recette d'impliquer là-dedans. Plusieurs partenaires qui sont là pour essayer d'expérimenter cette nouvelle type d'habitation-là où on veut faire des gens qui ont des grandes maisons, qui sont prêts à accueillir des gens chez eux en échange de contributions X qui seraient déterminées. Là. C'est une convention de colocation, si on veut, mais qui serait vraiment offerte là, avec une espèce de personne tiers qui viendrait faire du mariage, de la gestion de conflits, de la médiation qui soit faite là, à ce niveau-là. Puis il existe de quoi dans l'Outaouais qui fait ça pour les personnes âgées particulièrement, pour essayer de briser l'isolement. Nous, on veut le faire dans une perspective de justement de trouver des solutions rapidement pour des gens qui recherchent un loyer. Entre autres pour les travailleurs étrangers temporaires. Donc, les gens qui voudraient accueillir, mettons, un Guatémaltèque pendant 2 ans chez eux, leur Maison Recette est là pour contribuer en échange. Il y a comme une espèce de collaboration avec la compagnie. L'employé étranger, en plus d'avoir un logement, ça favorise grandement son inclusion s'il est hébergé chez quelqu'un de la communauté. Ça vient vraiment faciliter l'inclusion de cette personne-là, puis l'accueil. De son bar ou qu'il soit entre travailleurs. Parce que des fois, c'est un peu ça, sans s'en rendre compte. Il peut s'en rendre compte, il y a une normalité des fois de se tourner vers la gang qu'on connaît. Exact.
bon, on va être ensemble, mais justement, je n'aille pas cette idée-là d'un partage de culture, tu sais, de s'ouvrir à l'autre. Quelque chose de très, très intéressant là-dedans. On travaille là-dessus avec, c'est une affaire de famille qui a pris le ballon, là, tu sais, dans le fond, là, mais eux, ils font même jusqu'à donner des formations aux personnes qui vont accueillir chez eux pour pouvoir, tu sais, être empathique aux différences culturelles ou à comprendre ces nuances-là pour vraiment être créer un contexte propice à ce que tout le monde soit bien une fois la colocation entamée. Là. Fait que ça, c'est intéressant. Là. C'est une avenue qu'on aborde là, avec beaucoup d'enthousiasme. Là. Puis, fait que c'est un exemple d'initiative là, intermédiaire là, aussi là, pour avoir un impact à court terme. Là. Exact. Ouais. Puis, sinon, tu sais, c'est ça. Je pense que l'autre affaire, c'est que au Québec, on parle pas assez d'urbanisme. Les gens s'intéressent pas à ça, là, les rencontres de MRC, d'urbanisme, puis de réfléchir, mais je veux dire, le modèle, le vieux rêve de la banlieue, là, il faut que ça arrête. Puis il faut mixer ça, il faut qu'il y ait un bungalow à côté d'appartements, à côté de maison de ville. Il faut arrêter aussi. Non, mais des fois, ça amène aussi un changement de revoir aussi les quartiers, de développer dans une certaine façon plus... Je me permets de... Je dirais peut-être pas dans le « il faut que » cette mixité-là absolument. Pas nécessairement, mais... Je pense qu'il y a différents modèles, mais moi, ce qu'on a vécu à Sainte-Martine, moi, je suis citoyen de Sainte-Martine, puis il y a eu une consultation publique, puis il y a eu une levée de bouclier par rapport à la densification. Mais comme si par défaut, la densification, il fallait que ça soit lettre. Là. Ouais, c'est ça. On peut-tu avoir une densification qui est belle à regarder. Tu sais, pas besoin d'avoir nécessairement des blocs à côté des maisons, justement, puis de tout désordonné. Là. Non. Il y a moyen d'avoir des choses qui sont harmonieuses, puis qu'on dit, bon, OK, on organise le quartier de façon à ce qu'il y ait, il y a plus d'unités de logement, mais que ça reste agréable, puis accessible. Puis il y en a qui a de l'espace, il y en a qui en a moins. On partage cet espace-là, tu sais, d'une façon... Mais je pense que le mieux exprimé. C'est ça que je voulais. C'est pas nécessairement mixter pour mixter, mais dans l'idée d'arrêter de... Mettons, on rase un truc, on fait juste des maisons en série, mais de revoir aussi le quartier. Tu sais, parce que je suis un ex de Sainte-Martine, mais j'étais à Verdun, mais parce que ce que j'aime, tu sais, c'est ça, mettons, des villes, c'est de sortir de la maison, d'aller à pied, puis il y a une boulangerie, il y a un dépanneur, un truc, mais on dirait que moi, ça me rentre pas dans la tête. Le truc, c'est peut-être plus banlieue, là, tu sais, les grosses villes autour de Montréal, mais l'espèce de faut que je sorte de mon quartier, souvent en auto, pour aller me chercher une pinte de lait, pour vivre quelque chose. C'est juste un tas de maisons. Moi, c'est ça qui me rentre pas dans la tête. C'est ce bout-là que je suis comme, faut revoir la patente, puis rendre ça beau. Puis en faisant ça, en faisant des aires communes dans quelque chose de plus harmonieux, ça va être plus beau. C'est que là, on voit juste l'espèce de des rangées de maisons, de blocs, de trucs. Là, tu fais, mais ça, c'est pas beau. Je fais, oui, mais ça peut être différemment. Ça peut être amené différemment. Puis l'affaire, c'est que le monde, si on allait dans les trucs d'urbanistes, les rencontres, c'est les citoyens qui peuvent décider, en fait, qui vont mettre pression, dire, ben, moi, je veux que ce soit de même. Puis pas juste dans l'idée de bloquer la densification, mais dans l'idée de, tu sais, je veux dire, à Saint-Lazare, tu sais, que c'est comme s'ils forcent si tu construis quelque chose, tu peux pas raser les arbres, tu sais. C'est comme inscrit dans leur code, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'arbres à Saint-Lazare, puis les constructeurs, ben, ils se promènent en zigzag. C'est un petit peu plus long, un petit peu plus coûteux. Mais ils rasent pas un truc, tu sais. C'est comme, tu veux faire une maison là, tu as le droit de couper tant de pourcents, ben, évidemment, pour mettre la maison, mais tu peux pas raser les arbres, tu sais. Fait que tu peux le demander. Tu sais, c'est ça, faut arrêter de dire que c'est les promoteurs, laissez ça, feuille blanche, faites ce que vous voulez. C'est comme, on peut imposer des choses, puis ils vont le faire. Tu sais, je reviens sur Sainte-Martine, la conclusion. Il n'y a pas eu... La conclusion de la consultation, ça n'a pas été de se braquer, là, ça n'a pas été de bloquer. Je pense que c'était juste... On est ouvert, mais à notre manière, puis pas n'importe comment. Puis ce que tu dis, c'est exactement ça. Ça prend un engagement citoyen pour baliser ce qu'on s'attend d'eux. Dans toutes les villes, ça peut être le cas. Puis je pense à Franklin, en ce moment, ils ont autorisé récemment des bâtiments accessoires.
Ça, Okay. c'est une façon simple C'est quoi aussi. des, C'est d'avoir, mettons, un bâtiment en arrière-cour, par exemple, que tu peux louer. Ok. Tu sais, ou un ancien bâtiment, un ancien garage que tu revends puis que tu retravailles, mettons, pour faire un loyer dedans. Avant, c'était pas permis, puis là, ils le permettent. Ce genre de modalité-là, c'est une façon de densifier qui est pas épeurante. Tu sais, un grand terrain, tu sais, tu peux avoir une petite unité en arrière ou, tu sais, des fois, juste un 3,5, c'est suffisant pour quelqu'un, là, une mini-maison, ça se parque bien dans le fond d'une cour aussi. Ouais, là, tu sais, je sais pas, je connais pas beaucoup cette législation-là, mais si jamais quelque chose à explorer, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Surtout dans le Haut-Saint-Laurent, tu sais, il y a des places où il y a des gens qui ont des gros terrains. Exact. C'est ça, fait qu'il y a peut-être moyen de, tu sais, c'est ça. Ouais, j'avoue. Il faut explorer essayer de réfléchir différemment parce que c'est ça, l'ancien modèle, on le voit là, que c'est exact. ça. On s'entête à rester. C'est plus ça que je disais quand il faut changer. C'est plus l'idée de si on fait rien, on le voit là, que le mur approche. Là, tu sais. Oui, ben, tout à fait. Puis je pense que ça se conjugue bien avec le rêve de banlieue que tu disais. La banlieue, il faut juste qu'elle se transforme, comme tu dis, puis qu'on la mette belle, puis qu'on la mette durable aussi, viable. Exact. Parce que tout ça, tu sais. Parce que, en tout cas, mais moi, c'est ça, l'urbanisme, je suis pas un grand connaisseur, mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'on dirait que c'est par là que touche quasiment tout. Le transport, la vie de société, tu sais, c'est un truc qu'on parle pas en collectivité. De penser vraiment, tu sais, je sais pas, entre les gens, de juste, comment. C'est juste rêver à ça, tu sais, mais on dirait que c'est... Il y a des beaux organismes au Québec qui travaillent là-dessus, comme Vivre en ville. Je ne sais pas si tu connais cette organisation. Le nom me dit quoi, mais c'est une organisation qui promeut justement de l'urbanisme intelligent, tu sais, de façon de faire dans des municipalités qui fait que les quartiers sont vivants, les quartiers sont optimisés, puis c'est toutes des modalités qui ne coûtent pas nécessairement plus cher. Puis si tout le monde s'entendait là-dessus, il n'y aurait pas d'enjeu de... Ouais, mais si je mets trop de contraintes, le promoteur va aller chez le voisin. T'sais. Si tout le monde s'entend là-dessus, mais le promoteur va avoir les mêmes règles partout. Fait qu'il va falloir, s'il veut construire, il veut faire de l'argent, il va falloir qu'il le fasse à quelque part. Là. Non, puis tu sais, peut-être pour clore ce sujet-là, parce qu'il y a d'autres sujets qu'on avance, mais tu sais, l'idée ils vont aller ailleurs, mais mettons juste, si on regarde c'est Saint-Sauveur, là, l'espèce de petit quartier avec toutes les boutiques, là. Mais Saint-Sauveur a mis un code d'esthétisme. Ouais. Puis guess what? McDo, là, quand vous n'avez pas le droit de telle couleur, ben ils mettent la couleur que Saint-Sauveur veut, puis ils sont là. C'est ça, il faut arrêter de dire « Ah, mais là, c'est parce que... Si ils veulent venir, ils vont y aller, puis on peut dire que ben nous, on veut que ce soit beau, que ce soit tout uniforme, vos magasins, tu sais, puis ça en fait une attraction de guillemets, mais tu sais, Saint-Sauveur, les petites boutiques, tout le monde là en tête, il y a quelque chose de beaucoup plus beau que n'importe quel autre truc commercial de ce genre-là partout là, qui est bétonné puis qui est juste un pitchage de chacun leur couleur de bannière, puis ça devient comme agressant à l'œil. Mais c'est juste pour montrer une idée qu'on peut mettre on peut leur mettre des règles. Mais ouais, le temps avance quand même. Y avait-tu un autre, mettons, un sujet que tu disais que je voulais vraiment parler? Moi, je fais le pont. Je voudrais réagir à ce que tu as dit tantôt. OK, que j'ai dit. En fait, que des fois, je choque les gens. Mais non, je me sens pas choqué particulièrement. Mais un de nos gros dossiers à la CDC, puis c'est en réaction un peu à la pénurie de main-d'œuvre, mais c'est aussi existant depuis longtemps, là, qu'on veut attirer les talents dans nos organisations, nos organisations embauchent. On est un gros employeur dans la région. On a 200, notre membership, là, c'est plus que 200 emplois là, si on regarde tous nos membres. Dans le Haut-Saint-Laurent, c'est significatif quand même. Ouais. Puis nous, on veut attirer les talents puis avoir les meilleurs professionnels possibles. On a créé une campagne qui s'appelle Carrière humaine pour mettre en valeur les postes dans le communautaire. Puis je pense que de plus en plus, les organisations communautaires, c'est plus vrai qu'on a nécessairement moins d'argent que d'autres secteurs. Il reste qu'effectivement, il y a certaines organisations qui sont moins riches, qui n'ont pas le choix. Puis dans la culture particulièrement, je pense que c'est difficile là, de suivre le marché. Là. Mais dans beaucoup d'organisations communautaires, le choix a été fait d'accoter le marché, que ce soit privé ou public. Là.
Donc, ça pour dire qu'il y a beaucoup d'emplois significativement intéressants. Puis, on a besoin de déconstruire ce mythe-là, comme quoi les emplois dans le communautaire sont moins intéressants. Ouais. Il y a beaucoup de monde dernièrement, puis ça m'attriste un peu, là, qui font un choix par rapport à la santé ou l'éducation de revenir dans le communautaire. Okay. Ça m'attriste parce que je trouve ça important que le réseau public ait tout son monde aussi. Ça serait mieux de déshabiller, mettons, d'autres types de marché ou de main-d'œuvre. Ouais. Mais tout ça pour dire que on travaille fort là-dessus, puis on a une belle campagne qui s'appelle Carrière humaine, qui est sur notre site web en ce moment, puis pour faire valoir à la communauté que des emplois dans le communautaire, c'est des emplois de choix. Moi, j'ai des conditions de travail extraordinaires à la CDC. Puis c'est pas juste une question d'argent non plus. Il y a de la flexibilité d'horaire, des congés mobiles, assurance emploi, régime de retraite, assurance maladie, je veux dire, puis assurance collective. Puis bref, tout pour dire que on travaille fort là-dessus. Puis si vous pouvez aller voir sur le site web de la CDC, il y a un onglet offre d'emploi, puis tous les emplois du communautaire sont là. Okay. N'hésitez pas, autour de toi, d'en parler là, pour qu'on puisse c'est ça. Vraiment valoriser ces emplois-là. Là. Exactement. Puis, tu sais, c'est ça. Il y a le salaire, c'est une chose, mais vraiment, je veux dire, moi, travailler ici, là, je veux dire, en télé, une job lundi au vendredi, 9 à 5, ça n'existe pas vraiment. C'est ça. D'un. Puis, fait qu'il y a quand même une sécurité là. Sinon, c'est beaucoup de contrats. Là, les contrats, c'est extrêmement payant. Après ça, c'est à toi de gérer la patente. Moi, il y a ce côté-là qui me tente pas tant. Un petit dans le contrat. Puis, c'est l'idée aussi que je fais de tout. T'sais. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, j'ai déjà été faire une entrevue pour une émission à TVA. Puis c'était plus pour aller voir, tu sais, je voulais pas quitter ici, mais on dirait que je voulais aller tester à patente. Puis vraiment, quand je parlais là-bas, ben c'était 5 heures de moins. Puis le taux horaire était plus bas que ce que j'avais ici. Là. OK, finalement. Pour une émission à TVA qui est millionnaire de code d'écoute. Puis le monde dit comme, pourquoi tu vas pas à TVA? Je suis comme, c'est une baisse de salaire pour faire une chose répétitive pendant 35 heures. Parce que je suis ici, je fais ce que je veux, j'invite qui je veux. C'est moi qui décide, tu sais, je fais de l'éclairage, je fais tout. Fait que c'est beaucoup plus stimulant, tu sais. Puis c'est une des raisons pour que je n'ai pas vraiment fait le saut. Je me dis, ça me tente pas de juste faire 40 heures de montage ou juste une affaire, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi. Cette espèce de... Puis ça, puis le sens que ça donne à notre emploi aussi. Exact. Que ce soit, tu sais, on parlait tantôt de notre cynisme, de notre épuisement, tu sais, de dire, par rapport aux différents enjeux, mais de travailler pour le collectif, tu sais, puis de dire que nous, on alimente cet esprit de solidarité-là dans notre communauté au lieu d'être dans la vibe de l'individualisme, chacun son cellulaire, les fils de Facebook. Tu sais, nous, au contraire, on est un rempart contre tout ça, essayer d'être dans le collectif. Moi, je trouve que ça donne tellement de sens à ce qu'on fait, là, puis ça nourrit davantage que... Puis là, c'est sûr que quand tu travailles comme psychoéducatrice ou en santé, c'est toujours ça que tu fais parce que tu es toujours dans un... Mais communautaire, c'est pas juste ça. Effectivement, la radio, mais la télévision, mais il y a aussi des gestionnaires, il y a aussi des tenues de livres, des comptables, des gens qui font de l'entretien. Donc, peu importe, il y a toutes sortes de profils d'emploi qui auraient tellement d'options qui pourraient... Que choisir le communautaire, ça peut valoir la peine. Là. Exact. On va peut-être plugger la philanthropie. Là. Peut-être parce que tu m'as mis ça, les dons planifiés. Là, je suis allé zioter rapidement votre site web. On dirait que j'avais pas réfléchi vraiment à cette... à planifier des dons. Mais je trouvais ça important d'en parler avec toi aujourd'hui parce que c'est ça, justement, on se rend compte dans notre communauté, en tout cas, que les grandes fondations sont rendues là. Ils sont très, très actives sur les dons planifiés. Puis les dons planifiés, ben pour expliquer c'est quoi un peu, là, c'est tout ce qui est dons planifiés en lien avec un éventuel décès, dans le fond. Donc, ça permet en quelque sorte de pérenniser un don ou un don que tu voudrais faire, donc que tu pourrais avoir les moyens de faire seulement quand ton décès, parce que tu n'as plus de frais de subsistance, si on veut, parce que tu subsistes plus. C'est ça. Mais il y a tous les frais. Mais ça se divise en plein de... Il y a plein de mécaniques. Il y a une douzaine d'outils qui existent pour faire des dons planifiés. Puis c'est ça, les fondations sont très actives là-dessus, puis
les statistiques démontrent là, que dans les prochaines années, ou si c'est déjà entamé, là, il va y avoir le plus grand transfert intergénérationnel qu'il n'y aura jamais eu dans l'histoire. Là. Donc, les gens qui décèdent vont laisser beaucoup d'argent à leurs héritiers. Puis, de plus en plus de gens l'envisagent, ce don planifié-là, puis sont ouverts à cette idée-là. Donc, notre réseau communautaire doit se poser la question, comment je fais pour me positionner là-dedans pour pas que ce soit juste les grandes fondations d'écoles, d'hôpital qui ramassent le pactole, tu sais. Les donateurs de nos communautés, s'ils savaient qu'ils pouvaient le faire, probablement qu'ils feraient d'autres choix en termes de dons planifiés. Les donateurs au Québec aiment beaucoup donner très localement. C'est démontré, il y a une étude sur de Léger là-dessus. Les donateurs veulent donner localement. Fait que sachant que ce serait une option, peut-être qu'ils feraient le choix de donner à SABEC, par exemple, en transport médical ou aux aidants du Haut-Saint-Laurent, l'organisation qui leur a aidé toute leur vie à faire leurs impôts parce qu'il y avait de la misère, mettons, la DDS ou autre. Puis là, ben, à la fin de vie, ça, j'ai réussi à, dans mon dernier quart de ma vie, j'ai réussi à me relever. Finalement, j'ai réussi à accumuler un petit peu d'argent, mais je pourrais souhaiter soutenir cette organisation-là qui m'a aidé toute ma vie. Fait que on a l'impression que cet outil-là, c'est pour les plus riches seulement, mais alors que c'est peut-être justement le seul moyen de faire un don significatif pour une personne qui vit au mois par mois, dans le fond. Là. Ça pourrait être, mettons, donner 5000 $ à ton décès. C'est peut-être pas grand-chose sur ton héritage complet que tu pourrais laisser à tes enfants. Je pense sur des chiffres, là. C'est pas moins des 20 et 100 000 $ qu'on lègue à un organisme. Ça peut être 200 $. Ça fait une grosse différence des fois, puis c'est peut-être le geste que tu aurais voulu faire toute ta vie, mais tu vas pouvoir le faire à ce moment-là, dans le fond. Exact. C'est intéressant, là. Puis là, on dirait que tu parlais, puis là, je réfléchissais, mais je sais pas s'il y aurait moyen de faire un fonds local, tu sais, puis que... va être redistribué, mais là, c'est plus une lubie qu'un... Ben, il existe effectivement des fondations communautaires qui gèrent ça. Là, le défi, c'est de ne pas se substituer à ce que Centraide fait, qui est un peu notre véhicule de philanthropie collectif. Là. Fait que moi, j'aime mieux être partenaire de Centraide là-dedans, puis dire, si on veut avoir une démarche collective, ça devrait être par ça. Puis eux en font déjà de la gestion de dons planifiés aussi. Fait que ça peut se faire. Maintenant, effectivement, chacun des groupes peut avoir son fonds local. Puis là, les gens peuvent donner un montant en fiducie. Puis mettons, mon décès, je veux donner 20 000, mais je peux dire que je donne le 20 000, mais il est capitalisé, puis c'est juste les intérêts du 20 000 qui sont donnés à l'organisme année après année, dans le fond. Puis qu'il y a moyen que ce montant-là reste à vie, dans le fond. Là. Ça pourrait être une façon de soutenir de façon éternelle l'organisme qui tient à cœur, dans le fond. Yes. Puis, il nous reste comme 5 minutes. Y avait-tu un autre sujet? Là, parce que je sais qu'il restait, tu m'as parlé d'immigration. Bienvenue, welcome. Puis là, ça m'intriguait. Ça t'intriguait? Ouais. Mais dans les choses qu'on peut faire, qu'on ne faisait pas nécessairement avant, à la CDC, on a commencé à s'impliquer davantage sur les différentes concertations, dont une qui était appelée par des grandes entreprises là, de la région qui vivaient une problématique majeure en matière de justement accueillir puis accompagner leurs travailleurs étrangers dans leur processus d'accueil, d'intégration. Puis, les entreprises, eux, ils gèrent mettons, je parle de la recette, ils me disaient, nous, on gère des patates, là, on accueille du monde, on veut faire des patates pour nourrir le Québec. Mais, je veux dire, accompagner un employé à aller chez le dentiste, mettons, on veut bien, là, mais c'est pas notre business, si on veut. Là. Fait que là, on a jasé de ça, puis il y a beaucoup de nouveaux arrivants aussi avec les demandeurs d'asile, tout ça qui s'en viennent dans la région. Pas juste dans la région, mais partout au Québec. Puis il y a beaucoup de mouvements, il y a des gens qui viennent s'installer dans le Haut-Saint-Laurent. Fait qu'une affaire de famille a parti le projet avec Cresso puis Place aux jeunes en région. Donc, parti Bienvenue Welcome, qui est une espèce de l'équivalent de maison des immigrants, dans le fond, là, où il y a la maison internationale de la Rive-Sud à Longueuil, qui fait ça. Mais dans le fond, c'est un lieu où que tous les nouveaux arrivants sur le territoire, qu'ils soient guatémaltèques, albertains ou français, dans le fond, ou montréalais même, qui arrivent dans la région, qui cherchent un repère, qui cherchent à s'intégrer, Bienvenue Welcome sert à
accueillir les nouveaux arrivants, puis faire le pont avec sa communauté d'accueil. Fait que c'est vraiment un outil intéressant là, qui est nouveau, qui vient de partir, ça fait à peine 3 mois. Puis c'est un service qui est offert là, à la communauté. Puis on travaille à développer des ponts et à le rendre avec plus d'ampleur. Fait que ça, c'est un service intéressant que je trouvais ça important de te parler. Là. Ouais, non, ça. Mais si tu me laisses un dernier sujet. Oui, un dernier sujet, on a le temps. J'aimerais vraiment remercier TVSO de nous avoir invités, puis nos médias locaux, communautaires. Là, la CDC, une des choses qu'on a décidé, comme je te disais, on avait une petite augmentation. Là, une des choses qu'on a priorisé, c'est d'investir dans nos médias locaux. On achète beaucoup plus de publicité qu'on en achetait, puis avec tout ce qui se passe avec Meta puis la loi C-18, là, on a des partenariats incroyables avec nos médias locaux, puis je tiens à féliciter puis de votre persévérance dans tout ça. Là. C'est précieux pour notre communauté. Oui, puis c'est dur. Parce que toi, mettons, on peut les nommer, il y a Gleaner, Info sur Roi, là, qui c'est pas mal dans la vallée du Haut-Saint-Laurent. Nous autres, on peint toute la Montérégie-Ouest, puis c'est ça l'affaire, c'est que notre territoire est immense. Puis c'est dur, tu sais. Parce que des fois, j'allais dans un congrès des télés, la Fédération des télés communautaires, puis il y a une énorme différence entre nous qui est, mettons, on est à peu près 7 télés dans la couronne de Montréal. Mais nous, on se bat dans le bruit de Montréal, tu sais, de TVA, de Radio-Can. Mais quand tu arrives, je sais pas, une télé au Kamouraska ou en Gaspésie, là, ils ont beaucoup plus de reconnaissance, tu sais, parce que, anyway, quand ils allument Radio-Can, TVA, ça parle pas d'eux autres. Fait que, ils se tournent rapidement vers les médias locaux encore plus qu'ici. Je sais pas, tu sais, les journaux, peut-être une autre réalité, mais il y a un peu de ça, tu sais. C'est dur de se positionner dans ce bruit-là. Oui, clairement. De trouver notre filon. Puis, nous, ben c'est ça. Vu qu'on est comme généraliste, on dirait que Meta nous a oubliés. Nous, on est encore de poster des affaires, mais cool. Parce que vu qu'on fait de l'actualité, mais on fait plein d'émissions pour faire 5 heures de télé, fait que j'ai l'impression qu'ils nous ont flagués comme généralistes. Un peu parce que, mettons, TVA, tu sais, ils peuvent encore, c'est TVA, mettons, nouvelle. Eux autres, c'est eux qui est barré. Mais TVA, tu sais, peut poster des affaires. Fait que nous, pour l'instant, on dirait qu'ils nous ont pas vus. Fait que là, mais tu sais, c'est ça. Fait que, puis, tu sais, là, on a décidé de faire de l'actualité plus en topo. Fait que c'est moins, tu sais, brandé. Nouvelle, tu sais, classique. Fait que pour l'instant, ça passe comme on the side, là, tu sais, mais il y a des télés, là, TVRS qui est Brassard-Longueuil, eux autres, tu vois là, il n'y a pas rien, là. C'est barré. Il y en a d'autres qui ont, c'est ça, il n'y a plus rien qui se passe sur Facebook, là. Meta, fait que ça, c'est vraiment une tristesse parce que tu dis, tu sais, c'était... Laisse au moins les médias locaux opérer, là, mais tu sais, pour eux... Comme c'est une pinotte, là, tu sais, comme ils sont dans le monde entier, là, les médias locaux au Québec s'en fout, là, tu sais, je comprends qu'ils gèrent pas le cas par cas, mais en tout cas, on se passe les doigts. Ça rappelle à quel point le collectif peut jouer un rôle pour se réapproprier ces médias locaux aussi. C'est trouver une façon différente peut-être d'y avoir accès là, dans tous les cas. Là. Exact. On va se pencher là-dessus. Mais merci beaucoup de ta présence. Ça a été bien agréable. Un plaisir partagé.